Et d'une manière générale, je rencontre beaucoup de gens qui sont, par rapport à ce qu'on pouvait rencontrer il y a ne serait-ce qu'une génération, qui sont sortis des rails. Qui sont sortis des rails, qui ne fonctionnent pas avec ce monde-là. La dystopie covidienne a été l'occasion de vérifier ça. Des gens tout à fait inattendus, quelquefois, ont dit non, je ne marche pas. Je ne marche pas. Cet embrigadement ultime, cette déshumanité ultime qu'on nous impose, je ne l'accepte pas. Et alors, évidemment, après, c'est comme le fil de la fondue, ça tire derrière soi toutes sortes de conséquences dans la vie, du genre, quelquefois c'est très naïf, du genre, je ne toucherai plus à la médecine scientifique. Bon. Réaction émotionnelle, effectivement. Réaction émotionnelle, un petit peu irrationnelle, je dirais. Moi, je ne vois pas le problème de la médecine. Je vois le problème de l'utilisation de la médecine, de l'exploitation. Je ne vois pas un problème d'un tournevis, mais on peut utiliser un tournevis pour tuer quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, il y a un détournement de la médecine, il y a sans aucun doute. Par les pharma. Notamment. Et par d'autres forces encore, par les pouvoirs en général. Mais donc, les gens changent de... C'est la métanoïa, c'est la repentance complète, quelquefois. Ce sont des gens qui se privent de revenus confortables, qui changent d'environnement, qui changent de relations, de lecture, de références culturelles, à mi-chemin de leur vie. C'est très difficile de faire ça. Je pense que dans la génération de mes parents, c'était impensable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup. Vous savez, en Suisse, on a un baromètre. C'est très commode. De nouveau, votre invité Rémi, que j'apprécie beaucoup, a parlé de ce bonheur de la Suisse d'avoir la démocratie directe et des référendums. Mais en même temps, de sa déception, parce que les Suisses auraient pu voter contre la servitude volontaire, et ils ont quand même accepté la servitude volontaire, qui, les événements le montrent aujourd'hui, n'était pas nécessaire. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que nous avions en Suisse un plan pandémie qui était élaboré sur plusieurs décennies et révisé 5 fois avant 2020. Et tout ce que les pouvoirs se sont empressés de faire, c'était de ne pas le suivre. Pourquoi l'a-t-on alors élaboré? Et si on l'avait suivi, est-ce que ça aurait été mieux ou pire du point de vue de la survie des populations qui, de toute façon, n'a même pas été, je veux dire, affectées? Bref. Mais enfin, c'était un exercice d'embrigadement. Eh bien, on a eu des référendums. C'est peut-être regrettable que 60% de la population, ou 65% de la population... Des votants, en tout cas. Enfin, des votants de la population qui vote, aient voté pour garder le collier au cou. Mais ça veut dire qu'un tiers a dit non. Mais je pense que la Suisse est un des pays qui sont les plus anarchistes, parce que je suis certain que si on avait fait voter les Français, je sais pas, j'ai comme une intuition, même avec le régime corrompu qui est le leur aujourd'hui, on n'aurait pas atteint un tiers de non. Vous voyez? De nouveau, les choses sont claires. Maintenant, vous voyez que nous avons vu à ce propos émerger soudain les contrats signés entre divers États et les dites compagnies, où littéralement les États s'engagent à acheter un chat dans un sac, comme on dit dans certains pays. C'est-à-dire que vous achetez un produit qui n'est même pas nommé vaccin, dont on ne sait ni quel sera son effet bénéfique, ni quel sera son effet maléfique, rien, ni s'il va protéger, s'il va arrêter la contagion, rien du tout. Vous achetez un produit expérimental et vous acceptez, à vos frais, de prolonger l'expérimentation sur votre population. Je ne sais pas comment qualifier une telle irresponsabilité. Sinon, c'est entre le criminel et le grotesque. Alors, je parle tout le temps de la dystopie. Je ne parle même pas de la pandémie. Alors, il y a ceux qui disent pandémie, il y a ceux qui disent que... Bon. La dystopie, c'est lorsque la réalité dans laquelle nous sommes dévie vers quelque chose qui est complètement cauchemardesque et qui n'a plus aucun rapport
sauf de vagues analogies de forme avec le vécu, le réel dans lequel nous sommes. Et je me suis rendu compte, lorsque ça a commencé en 2020, d'abord j'ai vu qu'on allait surdramatiser cette chose, parce qu'en 2009, en tant qu'éditeur aux éditions Xenia, j'avais publié un livre de Bernard Duguay qui s'intitulait H1N1, la pandémie de la peur, parce que le coup de la pandémie terrifiante, on avait déjà tenté en 2009. Il y a eu un rapport du Sénat en France d'ailleurs. Voilà. Et il se trouve qu'à l'automne 2009, sur les 37 titres qui étaient consacrés au sujet H1N1, qui était le sujet à la mode à l'époque, il n'y en avait qu'un seul qui dédramatisait le sujet, c'était le nôtre. Les autres, c'était tous aux abris. Donc, ça faisait 10 ans que j'étais un petit peu mis au parfum concernant cette espèce de mainmise de la pharma sur la santé. Et donc, quand cela a commencé, je me suis rendu compte très rapidement que c'était une théâtralisation extraordinaire de quelque chose qui était sans doute une maladie réelle, enfin à mon avis, il me semble, mais qui aurait pu être traitée d'une toute autre manière. Puis alors, à un moment donné, il y a eu la phase des confinements, puis après il y a eu la phase, maintenant on va tous vous soigner, vous résoudre ce problème en vous inoculant quelque chose, ce que j'appelle le résinage, pour ne pas être bloqué par les algorithmes d'inquisition. Et je me suis dit, tiens, voilà la nouvelle arnaque. Voilà comment, d'une part, la pharma va se refaire, parce que comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, on n'invente plus de grands médicaments depuis les années 40. L'aspirine, ça date de quand? Tous les grands médicaments qui ont vraiment une efficacité, ils sont tombés dans le domaine public. Alors, avec quoi vous allez faire votre beurre? Vous allez produire des médicaments, des produits, comme il est écrit dans les contrats, des produits qui vont avoir un public captif, c'est-à-dire les États et donc les populations. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est que dans la dystopie ou dans le basculement totalitaire, le dernier rempart de l'être humain face au pouvoir, c'est son corps. Nous vivons dans un système où notre souveraineté sur notre propre corps est garantie. Le seul moyen de violer cette souveraineté, c'est de vous persuader non pas qu'il faut l'abandonner à cause de vous, mais pour sauver les autres, protéger les autres. Parce que là, si vous refusez, vous êtes coupable vis-à-vis d'autrui. Que vous refusiez de vous sauver vous-même, c'est une chose, ça ne tient qu'à vous. Mais vous avez une culpabilité sociale. Et puis après, tout ça, je l'ai chroniqué. D'ailleurs, à l'époque où la chose a commencé, j'avais un blog chez Marianne, l'hebdomadaire, que j'avais intitulé Les chroniques de Coronafoirus, pour faire un petit coup de chapeau à Molière et à ses médecins et à ses malades imaginaires, etc. Et puis, un jour, je reçois dans mon courrier, faites attention à ceci, je reçois dans mon courrier une publicité venant d'une société de gestion de portefeuille, j'imagine. Opportunité Pharma. Et il nous était recommandé, voyez-vous, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, d'injecter les performances de l'inoculation ou du résinage dans votre portefeuille. Opportunité Pharma. Opportunité Pharma. La parfaite détresse de l'être humain face à cette plaisanterie grotesque et cynique. C'est-à-dire, on s'en fiche de savoir ce qu'on vous inocule, l'important, c'est que ça fasse tourner la bourse. Alors, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ceux qui, à l'époque, ont placé mis les performances du résinage dans leur portefeuille en soient très heureux aujourd'hui. Mais je pense que s'ils ont revendu avant que les résultats de l'opération commencent à devenir visibles, ils ont dû faire une jolie plus-value. Ça, c'est le symbole
du cynisme de l'époque où nous vivons.